pendant le dîner familial. Mon mari a amené sa secrétaire sans sourciller et l'a même fait asseoir à ma place. En silence, j'ai posé mes couverts et me suis levé calmement. Avant que je puisse sortir de la pièce, un bruit assourdissant a retenti dans mon dos. La ville de Madrid, la nuit, vue du haut de la tour de cristal, brillait comme une galaxie répandue sur la terre. Les lumières jaunes, vertes et rouges s'entremêlaient, créant un tableau de splendeur et de prospérité. Mais assise ici dans le salon VIP le plus luxueux, je ne ressentais que du froid. Un froid qui ne provenait pas du système de climatisation fonctionnant à plein régime, mais des personnes mêmes assises autour de la table ronde, recouverte d'une nappe d'un blanc immaculé. Aujourd'hui, c'était la fête du 70e anniversaire de mon beau-père, Don Ricardo, président du groupe Serrano. Un dîner familial au sens le plus strict. Mais l'atmosphère était aussi lourde que celle d'un procès. J'étais assise là, caressant un verre de vin rouge sombre, le regard fixé sur les gouttes de vin qui adhéraient aux parois du verre. Au cours des 4 dernières années, depuis que j'étais entré dans cette famille, j'avais appris à me taire. Me taire pour observer. Me taire pour survivre et me taire pour dissimuler le mépris qui grandissait chaque jour dans mon cœur. En 3 ans, je suis passé d'auditrice réputée, main d'or, dans le monde financier à faire office d'ombre. Côté de mon mari incompétent, un paravent pour les irrégularités croissantes de ce conglomérat. La porte du salon VIP s'ouvrit brusquement. Le bruit de chaussures en cuir résonnant sur le sol en bois rompit le silence tendu. Javier entra. Mon mari portait aujourd'hui un coûteux costume bleu marine, les cheveux gominés et brillants. Mais ce qui laissa toute la salle sans voix ne fut pas son apparence soignée, mais la femme qui entrait à son bras, Laura. Sa secrétaire personnelle et aussi sa maîtresse publique. Elle portait une robe de soirée rouge éblouissante avec une fente qui montait jusqu'à la cuisse, exposant toutes les courbes de son corps. Son visage était méticuleusement maquillé. Ses yeux coquins regardaient autour d'elle avec un mélange de fausse timidité et de défi latent. « Papa, nous sommes un peu en retard. Il y avait beaucoup de circulation. » dit Javier d'une voix nonchalante, sans le moindre signe de regret. Il écarta une chaise, s'assit avec le plus grand naturel et fit ensuite un geste à Laura. « Assieds-toi ici. » Cette place aurait dû être pour Sofia, la sœur de Javier. Mais Sofia se contenta d'esquisser un sourire moqueur. Ses yeux perçants parcoururent Laura comme s'il s'agissait d'un objet bon marché. Puis elle se déplaça silencieusement sur la chaise voisine pour lui céder la place. Sofia était ainsi, toujours à observer en silence, cachée derrière l'apparence d'une demoiselle obéissante. Mais à l'intérieur elle nourrissait des calculs que peu auraient soupçonnés. Elle convoitait tellement le poste de présidente qu'elle était prête à tout supporter. Même l'arrogance de son frère. Don Ricardo, assis en tête de table, avec un visage vieilli mais qui conservait encore les traits impitoyables d'un vieux renardé. Affaire, regarda Javier puis Laura, arrêtant finalement son regard sur moi. Sans un seul mot de réprimande pour son fils. Il tapa simplement doucement sur la table avec les doigts, indiquant au serveur de commencer à servir le vin. Pour lui, la moralité n'était pas aussi importante que les bénéfices. Il avait besoin de Javier comme marionnette et de moi comme soupape de sécurité pour les sombres secrets financiers de la famille. Javier se tourna vers moi, le visage rougi par le vin qu'il avait bu auparavant. Ou peut-être par l'euphorie d'humilier publiquement sa femme devant toute la famille. « Isabelle, déplace-toi un peu par là. Cet endroit est trop étroit. » Laura n'est pas à l'aise. Toute la salle fut plongée dans un silence sépulcral. Même le tintement des couverts contre la porcelaine sembla cesser. Je levai les yeux et regardai directement dans ceux de mon mari. Au fond de ses yeux, il y avait une satisfaction vile. Il voulait me voir jalouse. Il voulait me voir pleurer ou au moins montrer une faible résistance pour avoir une excuse pour m'insulter. Mais je ne le fis pas. Il y avait longtemps que les larmes s'étaient taries pour ce mariage. Calmement, je posai le verre de vin sur la table. Le bruit de la base en cristal contre la surface de la table résonna sec et net. Profitant du moment où tous les regards étaient tournés vers Javier et Laura, ma main gauche glissa sous la tablée, avec la rapidité d'un éclair. Je plaçai un microchip d'enregistrement ultra compact sur la face intérieure de l'épaisse nappe. Tout le mouvement se produisit en une fraction de seconde, complètement caché par le sac à main que je tenais. Je me levai en ajustant le bas de ma robe en velours noir. « Si tu veux t'asseoir,
vas-y, dis-je d'une voix si sereine que moi-même j'en fus surprise. Je te cède ce siège, Ravière, mais souviens-toi. Il y a des choses sur lesquelles tu peux t'asseoir, mais que tu ne pourras jamais dominer. Cela dit, je pris mon sac et inclinai la tête pour prendre congé de Don Ricardo avec la correction due. Papa, avec votre permission, ce dîner m'est resté en travers de la gorge. Bon appétit. Je n'attendis pas la réponse de Don Ricardo et, lui tournant le dos, je me dirigeai directement vers la porte. Dans mon dos, j'entendis le rire moqueur de Sofia. Le bruit d'une chaise qui bougeait et le soupir d'exaspération de Don Ricardo. Je savais qu'à peine cette porte fermée, la véritable tempête commencerait. Mais cela n'avait plus d'importance. Le dernier fil qui me liait à cette famille pourrie s'était brisé. Je marchais dans le long couloir désert, le bruit de mes talons résonnant sur le sol. Solitaire mais ferme. Dans mon esprit, il n'y avait plus d'images douloureuses de trahison. Mais des séquences de chiffres, des données de rapports financiers. Des transferts d'argent suspects, des projets fantômes. Tout commença à danser, se réorganisant dans un nouvel ordre. Pendant 4 ans, j'avais supporté pour recueillir chaque petite pièce et ce soir. Cette humiliation même fut le coup de départ qui m'indiqua que le moment d'agir était arrivé. J'entrai dans l'ascenseur en regardant mon reflet dans le miroir brillant. La femme dans le miroir avait des cernes dues aux nuits blanches passées à examiner les livres de comptabilité, mais son regard était aussi tranchant qu'un couteau. Le taxi s'éloigna de la zone des 4 tours, laissant derrière lui le gratte-ciel scintillant de lumière. Je ne rentrai pas à la maison. Dans cette froide demeure à la Moraleja que Ravière et moi appelions notre foyer. Mais je dis au chauffeur de taxi de se diriger directement vers le quartier de Malazana. Assise dans la voiture, je regardais la foule animée qui allait et venait à travers la vitre parsemée de pluie. Madrid était en période de pluie, des averses soudaines qui rendaient le cœur encore plus lourd. Je sortis mon téléphone, l'écran complètement noir. Pas un seul message, pas un seul appel manqué de Ravière. Bien sûr, il devait être occupé à s'amuser avec sa maîtresse ou à supporter la colère de son père. Beaucoup plus tard, quand j'eus entre les mains tout l'enregistrement audio transmis depuis le microchip que j'avais placé sous la table de la fête, je sus exactement ce qui s'était passé juste après mon départ. Don Ricardo, l'homme le plus puissant du groupe Serrano, ne put maintenir plus longtemps sa fausse contenance. Dès que mon dos disparut derrière la lourde porte en bois, il se leva d'un bond et donna une gifle à son cher fils, une gifle qui résonna dans toute la salle. Cette gifle n'était pas parce qu'il m'aimait ni parce qu'il était en colère contre Ravière pour ses infidélités. Il le gifla pour la stupidité de Ravière. Il le gifla parce que Ravière avait osé fâcher la gardienne du trésor. Moi, la personne qui détenait la clé de la vie ou de la mort de toute sa lignée. Tu es un imbécile, rugit Don Ricardo d'une voix tremblante de colère. Qui te crois-tu? Tu penses que le poste de directeur général que tu occupes est dû à ton talent? Si ce n'était pas pour Isabelle qui a bouché tes trous financiers pendant toutes ces années, tu pourrirais déjà en prison. Ravière porta la main à son visage, étourdi. Il n'avait jamais compris la gravité de la situation. À ses yeux, je n'étais qu'une épouse obéissante, une comptable diligente et rien de plus. Il ne savait pas que chacune de mes signatures était un bouclier qui le protégeait de la justice. Don Ricardo chassa Laura et sortit immédiatement son téléphone pour appeler quelqu'un. Le nom qui apparut sur l'écran de son téléphone était aussi celui qui m'avait tourmenté pendant toute ma jeunesse, Alvaro, le directeur financier, le CFO du groupe. Le bras droit de Don Ricardo est aussi mon ennemi juré depuis l'université. Oui, président. La voix d'Alvaro résonna à l'autre bout de la ligne. Aussi calme et froide que s'il avait attendu cet appel depuis longtemps. Ma belle-fille est partie, dit Don Ricardo d'un ton bas et plein d'inquiétude. Elle est partie au milieu de la fête. Son attitude était très étrange. J'ai peur qu'elle fasse une bêtise. Elle a toute cette famille entre ses mains, tu comprends? Je vous l'avais déjà averti il y a 4 ans, président. Le rire contenu d'Alvaro résonna, aussi tranchant que le bruit d'un couteau sur un verre. Isabelle n'est pas quelqu'un de facile à manipuler, mais ne vous inquiétez pas. Président. J'attends ce jour depuis longtemps. Occupez-vous de cela immédiatement. Ne la laissez pas ouvrir la bouche avec qui que ce soit. Surtout avec la presse et les enquêteurs. Par tous les moyens, il faut la faire taire. Reposez-vous, président.
J'ai déjà nettoyé toutes les traces d'il y a 4 ans. Maintenant, c'est le moment de donner une leçon à mon ancienne camarade de classe sur le monde réel. Ah. L'université. Elle pouvait être la numéro 1, mais dans le monde des affaires, elle n'est qu'un agneau. J'éteignis l'écran du téléphone en interrompant le flux de pensées sur ce qui se passait dans cette salle. Bien que je ne l'ai pas vécu personnellement. Avec ma connaissance de la nature de mon beau-père et de la malice des Alvaro, je pouvais imaginer chaque mot, chaque sourire tordu d'eux. Le taxi s'arrêta devant un vieil immeuble d'appartements dans une ruelle étroite du quartier de Malazana. C'était l'endroit que j'avais loué en secret il y a 6 mois. Sous le nom d'un parent éloigné avec lequel j'avais perdu le contact. Personne ne connaissait cet endroit, ni Javier ni Sofia. C'était mon bunker. L'endroit où je gardais les copies des documents que j'avais sortis en cachette du groupe. Je payais. Baissai le bord de mon chapeau pour cacher mon visage et entrer rapidement dans l'ascenseur. Le couloir de l'immeuble sentait la nourriture et le bruit des télévisions des appartements. Mais pour moi, il offrait un sentiment de sécurité 1000 fois supérieur à celui de la demeure dorée de la Moraleja. En arrivant à l'appartement, je jetai le sac sur le canapé et allai directement au bureau. J'allumai mon vieil ordinateur portable et me connectai à l'intranet de l'entreprise via un lien secret que j'avais installé auparavant, mais dès que l'écran apparut, mon cœur se serra. L'écran devint d'un rouge brillant avec un message d'avertissement, accès refusé. Je réessayai à nouveau et encore rien. Mon compte d'administratrice de haut niveau, dont je croyais que le mot de passe n'était connu que de moi, avait été désactivé. Alvaro avait agi plus vite que je ne le pensais. Je m'appuyai contre le dossier de la chaise, sentant un frisson parcourir mon dos. Non seulement il avait attendu l'appel de Don Ricardo, mais il s'était préparé à ce scénario depuis longtemps. Il savait ce que je ferais, il savait où j'irais. Je pris le téléphone avec l'intention d'appeler Marcos, mon ami journaliste d'investigation. Mon seul allié en ce moment. Mais mes doigts s'arrêtèrent juste au-dessus de la touche d'appel. Si Alvaro avait bloqué mon accès aussi rapidement, mon téléphone était-il sûr? Était-il en train d'écouter chacun de mes soupirs en ce moment? Je sortis la carte SIM du téléphone, la cassai en deux et la jetai à la poubelle. Cette nuit allait être très longue. La véritable guerre avait commencé et mon adversaire n'était ni mon mari stupide ni mon beau-père cupide, mais le serpent venimeux qui se cachait dans l'ombre, Alvaro. Le petit appartement était plongé dans l'obscurité. Éclairé seulement par la pâle lumière bleue qui émanait de l'écran de l'ordinateur. Je me préparais un café serré, fort et sans sucre. Le goût amer qui se répandit sur ma langue m'aida à rester un peu plus éveillé. Dehors, la pluie continuait de tomber, rythmique et constante, comme la mesure du temps. Me ramenant aux souvenirs d'il y a 10 ans. À l'école de commerce, Alvaro et moi étions deux pôles opposés, mais on nous comparait toujours. J'étais la meilleure étudiante en audit, toujours première à tous les examens. Célèbre pour ma méticulosité et mes principes. Alvaro était le deuxième, intelligent, rusé. Mais toujours avec un air d'indifférence et un pragmatisme cruel. Je me souviens comme si c'était hier de la défense de notre projet final. Mon sujet était l'éthique professionnelle dans l'audit. Tandis que le sien était l'optimisation des bénéfices grâce aux failles financières. Le professeur Moral, notre mentor le plus respecté, me donna la note maximale et à Alvaro seulement un « bien ». Ce jour-là, Alvaro m'intercepta dans le couloir. Ses yeux brillaient d'une envie qu'il essayait de cacher avec un demi-sourire. « Isabelle, tu es vraiment bonne. Mais trop naïve. L'éthique ne nourrit pas son homme. Quand tu sortiras dans le monde réel, tu verras que les gens ont besoin de quelqu'un qui sache transformer les pertes en gains comme moi. Pas d'une machine qui se consacre à chercher la vérité. » À ce moment-là, je me contentais de sourire et je partis, convaincu que l'intégrité serait le guide de ma carrière. Mais Alvaro avait en partie raison. Le groupe Serrano n'avait pas besoin de la vérité, il avait besoin de bénéfices. Il avait besoin de rapports aussi beaux qu'un rêve pour tromper les actionnaires. Pour obtenir des prêts bancaires. Et Alvaro, avec sa corruption, était devenu l'architecte de cet empire de la tromperie. Je secouai la tête pour chasser les vieux souvenirs. L'important maintenant était de trouver un moyen de contacter le professeur Moral et Marcos. J'ouvris un tiroir secret sous le bureau. Je sortis un vieux téléphone portable basique et une carte SIM prépayée que j'avais achetée il y a longtemps. J'insérai la SIM.
Mes mains tremblaient légèrement tandis que je composais le numéro du professeur Moral. Cela sonna 3 fois puis sa voix grave mais fatiguée répondit. Allô? Qui est-ce? C'est Isabelle? Dis-je à voix basse. Il y eut un silence à l'autre bout de la ligne, puis sa voix devint pressante. Isabelle, pourquoi appelles-tu à cette heure? Il s'est passé quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Professeur. J'ai quitté la maison des Serrano. J'avais l'intention de... Ne dis rien au téléphone, m'interrompit-il d'un ton sérieux. Écoute-moi, Isabelle. Alvaro n'est pas un simple adversaire. Au cours des dernières années, il a construit un terrible réseau de contacts. Non seulement il falsifie les chiffres, mais il a aussi soudoyé des fonctionnaires et a des hommes de main à sa solde. Tu luttes contre lui. Pas contre Don Ricardo. Je sais, professeur. J'ai vu comment il a bloqué mon accès. Mais je ne peux pas m'arrêter. J'ai supporté 4 ans d'humiliation en attendant ce jour. J'ai des preuves sur le projet Eldorado. Vous connaissez ce projet? Ce projet? Le professeur Moral soupira. Fais très attention. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles l'UDEF surveille aussi le groupe Serrano. Mais ils n'ont pas encore de preuves. Si tu peux leur remettre les preuves, j'ai besoin de voir. Marcos. As-tu un moyen de lui envoyer un message pour moi? J'ai peur que son téléphone soit aussi sur écoute. D'accord. Je m'occupe de Marcos. Où es-tu? Ne me dis pas l'adresse. Dis-moi seulement si tu es en sécurité. Je suis en sécurité. Pour l'instant, Isabelle. Sa voix s'adoucit. Je regrette de ne pas avoir vu plus tôt la méchanceté chez Alvaro. C'était un étudiant brillant. Mais son âme était corrompue. Tu es le seul espoir pour l'arrêter. Mais souviens-toi bien de mes paroles. Ne fais confiance à personne, absolument à personne, même pas à ceux que tu crois être tes alliés. L'avertissement du professeur me glaça le sang. Ne fais confiance à personne. Que voulait-il dire? Marcos était-il fiable ou même le professeur lui-même était-il menacé? Je raccrochai pleine de doutes. Dans cette guerre, j'étais plus seul que je ne le pensais. Je regardai par la fenêtre. La pluie avait diminué, mais le ciel restait noir comme du charbon. Peu importe, me dis-je. Je suis habitué à la solitude. Soudain, un bruit étrange vint de la porte d'entrée, un craquement. Comme si quelqu'un glissait un papier sous la porte. Je retins ma respiration. Éteignis la lampe du bureau d'un coup et saisis le cutter que j'avais à portée de main. Je m'approchai silencieusement de la porte, collant l'oreille au bois froid. Dehors, un silence absolu. Après un moment, quand je fus sûr qu'il n'y avait personne, j'ouvris légèrement la porte et regardai par terre. Une enveloppe blanche gisait là, sans expéditeur ni timbre. Je la ramassai et l'ouvris d'un coup sec. À l'intérieur, il y avait une photo prise en cachette. C'était moi, entrant dans cet immeuble d'appartement il y a 1 heure. Au dos de la photo, une calligraphie soignée, une écriture que je ne pourrai jamais oublier. L'écriture des Alvaro. Bienvenue à nouveau dans le jeu. Isabelle. J'espère que cet appartement sera assez accueillant pour tes derniers jours de liberté. Il savait où j'étais. Il ne m'avait pas arrêté immédiatement. Il voulait jouer au chat et à la souris. Il voulait me terroriser psychologiquement avant de porter le coup final. Je froissai la photo dans ma main et la jetai avec force dans un coin. La peur initiale disparut, remplacée par une fureur ardente. Très bien, Alvaro. Si tu veux jouer, je jouerai avec toi jusqu'au bout. Tu sais où je suis. Mais tu ne sais pas ce que j'ai. Le lendemain matin, je me réveillai avec un mal de tête lancinant. La nuit précédente, j'avais à peine dormi, repassant tout le plan. Le fait que Alvaro sache où je me trouvais signifiait que je devais déménager immédiatement. Mais avant de partir, j'avais besoin d'argent, beaucoup d'argent liquide. Je mis un masque, une casquette de baseball enfoncée jusqu'aux sourcils pour cacher mon visage et marcher jusqu'au distributeur automatique le plus proche au bout de la ruelle. L'agitation de la rue le matin. Le bruit des motos et des vendeurs ambulants soulagea un peu ma tension. Je me fondis dans la foule des travailleurs, devenant invisible à leurs yeux.
J'introduisis la carte dans la machine, tapai le code PIN et attendis le cœur serré. Transaction échouée. Votre carte a été bloquée. La phrase sur l'écran du distributeur fut comme une gifle. Je sortis la carte et essayai avec une autre d'une banque différente. Même résultat. Carte de crédit, de débit, tout était inutilisable. Je restais pétrifié devant le distributeur avec une sueur froide me parcourant malgré la fraîcheur du matin. Je fouillai dans mon portefeuille. Il ne me restait qu'un peu plus de 100 € en liquide. Cet argent ne suffirait pas pour survivre plus d'une semaine dans cette ville si chère. Sans parler de la location d'un nouvel endroit ou du paiement à d'éventuels contacts. Le téléphone basique dans ma poche vibra. Un numéro inconnu. Je répondis avec prudence. Madame Isabelle, je suis l'avocat représentant du groupe Serrano, dit une voix masculine. Étrange et dure. Je vous appelle pour vous informer officiellement que le groupe Serrano a déposé une plainte contre vous pour divulgation de secrets commerciaux et appropriation indue d'actifs de l'entreprise. Le tribunal a admis la plainte et a émis une ordonnance de saisie conservatoire de tous les actifs à votre nom pour garantir l'exécution du jugement. Vous mentez, grognai-je, essayant de garder mon calme. Je n'ai rien divulgué et encore moins approprié quoi que ce soit. Réservez cela pour le juge. De plus, nous avons aussi une ordonnance qui vous interdit de quitter le pays. Je vous conseille de coopérer. Et de remettre toutes les données que vous avez copiées illégalement. Sinon, la peine pour ce délit peut aller jusqu'à 20 ans de prison. Dites à votre patron, répondis-je en respirant, essayant de maintenir le calme, que je suis impatiente d'aller au procès pour voir qui finira en prison. Je raccrochai avec les mains tremblantes de rage. Alvaro avait lancé une attaque préventive dévastatrice. Non seulement il m'avait coupé les moyens de subsistance, mais il m'avait transformé de victime en délinquante. En m'accusant de divulgation de secrets commerciaux. Il utilisait cette même excuse pour légaliser la saisie de mes biens. M'empêchant d'engager un bon avocat, m'empêchant de bouger, m'acculant. Je marchais étourdi sur le trottoir, l'esprit tournant. 100 €? Que allais-je faire avec 100 €? Je ne pouvais pas retourner à cet appartement. Alvaro connaissait déjà l'endroit. Je ne pouvais pas non plus aller chez des connaissances. Car Alvaro avait sûrement des gens qui surveillaient tous ces endroits. J'entrai dans une petite boutique pour acheter une bouteille d'eau. En payant, mes doigts touchèrent le billet et je ressentis une amère pointe. La femme du directeur général, une auditrice de haut niveau, devait maintenant compter chaque centime. Mais ce fut à ce moment de désespoir qu'une idée audacieuse surgit dans mon esprit. Si je ne pouvais pas lutter contre Alvaro avec de l'argent, je lutterais avec des personnes. Alvaro contrôlait le système, contrôlait la loi, mais il ne contrôlait pas les cœurs des gens. Il était trop arrogant et cette arrogance était son talon d'Achille. Je pensais à Sofia, mon ambitieuse belle-sœur. Sofia me haïssait. Oui. Mais son désir de pouvoir était encore plus grand que sa haine envers moi. Et le plus important, Sofia vivait dans une illusion sur la force du groupe. Elle ne savait pas que le poste de présidente qu'elle convoitait tant était sur un navire qui coulait. Si je lui montrais la vérité. Si je lui donnais les armes pour renverser son frère l'ennemi de mon ennemi et mon ami. Un dicton usé, mais jamais faux. Je sortis mon téléphone et écrivis un message au numéro secret de Sofia. Celui que je savais qu'elle ne laissait jamais voir à personne. Veux-tu être la présidente ou l'esclave qui nettoie les ordures de ton frère toute ta vie? Si tu veux changer ton destin, retrouvons-nous à 22 h seuls. Que personne ne le sache. Surtout Alvaro. J'ai ce dont tu as besoin. J'appuyai sur envoyer puis casser la deuxième carte SIM. Ce pari était trop grand et je jouais ma vie, mais je n'avais pas d'autre option. Il était temps d'allumer la mèche de l'intérieur. J'appelai un VTC et lui donnai l'adresse d'une auberge minable et bon marché près de la gare routière. Cet endroit était bruyant, compliqué, plein de délinquance. Mais c'était aussi l'endroit que des gens comme Alvaro soupçonneraient le moins. Je me cacherais là en attendant que le poisson morde à l'hameçon. L'auberge que j'avais choisie était dans une ruelle étroite et sinueuse près de la gare du Sud, où les réverbères n'arrivaient jamais. La chambre, d'à peine 10 mètres carrés, puis l'humidité et le tabac bon marché. Mais elle avait 2 sorties de secours, une condition indispensable en ce moment. Je m'assis les genoux enlacés sur le matelas à ressorts enfoncés.
les yeux fixés sur la vieille horloge murale. 20 heures. Il restait 2 heures avant mon rendez-vous avec Sofia. Je ne savais pas si elle viendrait. Sofia était arrogante. Mettre un pied dans un endroit comme celui-ci pourrait être une humiliation trop grande pour la fille à papa. Mais je pariais sur sa cupidité. La cupidité l'emporte généralement sur l'orgueil. La porte de la chambre vibra légèrement. Je me levai d'un bond, comme un ressort, saisissant le couteau à éplucher les fruits que je venais d'acheter dans la boutique du coin. Je me collai au mur, retenant ma respiration et écoutant. Des pas légers mais fermes s'arrêtèrent juste devant la porte. Puis, 3 coups, 2 rapides, 1 lent. C'était le signal de Marcos. Je lâchai un soupir de soulagement et tournai la clé pour ouvrir la porte. Marcos se glissa à l'intérieur aussi vite qu'un écureuil et ferma la porte à clé immédiatement. Il portait un uniforme de livreur et un casque de moto qui lui couvrait le visage. Il enleva le casque révélant un visage en sueur et des yeux pleins d'inquiétude. « Isabelle, je suis désolé, » dit Marcos dès qu'il posa le casque sur la table. Je n'ai rien pu apporter. Il me suivait de très près. Il te suivait ? Demandai-je en lui servant un verre d'eau. Oui, depuis que je suis sorti de la rédaction. 2 types sur une moto de grosse cylindrée habillés en noir. J'ai dû faire des tours dans 3 districts et changer de vêtements 2 fois pour les semer et arriver jusqu'ici. Mais j'ai peur qu'ils rôdent encore dans le coin. J'acquiesçai, comprenant que le réseau des Alvaro s'était étendu dans toute la ville. Ils ne voulaient pas seulement me couper les moyens de subsistance, mais aussi m'isoler de toute aide. Marcos était mon seul allié extérieur et maintenant lui aussi était dans le collimateur. « As-tu des nouvelles ?» demandai-je. Marcos sortit une petite clé USB de la poche de sa veste. C'est tout ce que j'ai pu réunir sur l'entreprise écran des Alvaro. Elle est au nom d'un cousin. Mais tu sais. Cette preuve n'est pas assez solide pour l'accuser de détournement. Il gère la comptabilité avec trop d'habileté. L'argent tourne dans 5 banques étrangères avant de revenir dans sa poche comme un investissement légal. Je pris la clé USB et la serrai dans ma main. Je le savais. Alvaro était un génie de l'audit. Il savait blanchir l'argent mieux que personne. Pour l'attraper, j'avais besoin de preuves originales, de papiers avec des signatures manuscrites. De tampons rouges qui n'avaient pas été scannés et édités. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda Marcos d'une voix inquiète. « Tes biens sont saisis. Tu as interdiction de quitter le pays. Tu es dos au mur. » Je ne vais pas fuir, répondis-je avec un regard déterminé. Alvaro veut jouer au chat et à la souris. Alors je deviendrai une souris venimeuse. Marcos me regarda stupéfait. Que veux-tu dire ? Je vais rencontrer Sofia ce soir. Sofia, la sœur de Javier, s'exclama Marcos. C'est une Serrano. Tu es folle. Elle te vendra immédiatement pour faire bonne figure devant son père. Elle ne le fera pas Marcos, tu ne connais pas Sofia ? Elle me hait. Mais elle est encore plus être dans l'ombre de Javier. L'ambition de Sofia est plus grande que ça. Loyauté. J'utiliserai cette même ambition pour détruire l'empire de sa famille. Marcos garda le silence un moment puis secoua la tête. C'est trop risqué. Si Alvaro apprend que tu rencontres Sofia, il vous tendra un piège à toutes les deux. C'est pour cela que j'ai besoin que tu m'aides avec quelque chose, lui dis-je. Le regardant directement dans les yeux. Ce soir, crée une petite distraction à la Moraleja. Fais en sorte que les détectives des Alvaro pensent que je me cache là-bas. J'ai seulement besoin de les semer pendant 2 heures. Marcos hésita puis acquiesça avec détermination. D'accord, je le ferai. Mais promets-moi que si tu vois que quelque chose va mal, tu te retireras immédiatement. Ta vie est plus importante que la vengeance. Je te le promets. Marcos remit son casque, prêt à partir. Quand sa main toucha la poignée de la porte, il se retourna pour me regarder une fois de plus. Isabelle, fais très attention. Alvaro n'est pas une personne, c'est un. Marcos partit. La chambre revint à son silence terrifiant. Je regardai la clé USB dans ma main puis la fenêtre sombre. J'étais acculé. Oui, j'étais acculé, mais aux échecs,
quand le roi est acculé dans un coin de l'échiquier. C'est là que les pions déploient leur pouvoir maximum. J'utiliserai le pion appelé Sophia pour faire échec et mat dans cette partie. 21h30, j'étais debout, caché dans l'obscurité d'une petite ruelle face au bar La Sombra. Un discret établissement de boissons caché derrière les hauts immeubles du quartier de Salamanca. C'était l'endroit que j'avais indiqué à Sophia. Il était célèbre pour son absolue intimité, sans caméra de sécurité. Sans demander de pièces d'identité aux clients. Servant seulement ceux qui avaient de l'argent et cherchaient un refuge. J'avais changé mon apparence, les cheveux relevés en chignon haut. De grandes lunettes à monture noire et un trench coat beige ample qui cachait ma silhouette. Je ressemblais plus à une dame âgée et stricte qu'à la femme du directeur général du groupe Serrano. À 22h05, une Mercedes noire rutilante glissa silencieusement et s'arrêta devant le bar. La portière s'ouvrit et une paire de talons aiguilles de marque toucha l'asphalte mouillé. Sophia descendit. Elle portait une robe noire ajustée. Un manteau de vison négligemment sur les épaules et des lunettes de soleil. Bien qu'il fasse déjà nuit. Elle regarda autour d'elle avec une expression de prudence mêlée de dédain pour l'environnement. Le chauffeur essaya de la suivre, mais Sophia lui fit un geste pour qu'il attende dehors. Le poisson avait mordu à l'hameçon. J'attendis 2 minutes après que Sophia fût entrée dans le bar puis traversé la rue. Je poussai la porte et entrai. L'odeur d'alcool fort et de fumée de cigare me frappa directement au nez. La lumière du bar était tamisée. La musique de jazz jouait doucement mais mélancolique. Je jetai un coup d'œil autour. Sophia était assise dans le coin le plus reculé avec un cocktail à la main. Remuant le pied au rythme de son impatience. Je m'approchai, tirai une chaise et m'assis en face d'elle sans dire un mot. Sophia sursauta, sur le point de crier, mais quand elle vit mes yeux à travers les grosses lunettes. Elle s'arrêta. Toi. Sophia baissa la voix en regardant autour. Tu as du culot de me citer ici. Tu n'as pas peur que j'appelle la police pour qu'elle t'arrête? Tu ne le feras pas, répondis-je calmement, enlevant mes lunettes et les posant sur la table. Parce que tu es curieuse et parce que tu es désespérée. Sophia lâcha un rire moqueur, se cala dans la chaise et croisa les bras. Moi. Désespérée? Tu plaisantes? Je suis la directrice des ressources humaines d'une des entreprises immobilières les plus importantes de la ville et toi tu es une fugitive. Recherchée et sans un euro en poche. Qui des deux est désespéré ici? Que signifie ce poste de directrice des ressources humaines quand ton frère sera président? Demandai-je en touchant la plus grande peur de Sophia. Tu crois que Ravière te laissera tranquille ou qu'il mettra cette fille Laura à ta place en te transformant en étrangère dans ta propre maison? Le visage de Sophia changea. J'avais touché son point faible. Sophia détestait Laura de toutes ses forces et se méfiait encore plus de la capacité de Ravière. Ravière est mon frère. Il ne... Arrête de te mentir, l'interrompis-je d'une voix ferme. Tu sais parfaitement que Ravière se laisse emporter par les flatteries. Alvaro et Laura le manipulent. Dès que ton père fermera les yeux. Ravière montera sur le trône et Alvaro sera le roi sans couronne. Tu crois qu'alors il te restera une place? Ils te jetteront à la rue sans ménagement? Exactement comme ils le font avec moi maintenant. Sophia garda le silence, ses lèvres peintes en rouge serré. La confiance initiale brisée en morceaux. Elle regarda son verre, ses doigts serrant le cristal. Que veux-tu? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Je veux me venger des Alvaro et de Ravière. Tu veux le poste de présidente. Nos objectifs ne sont pas incompatibles. Comment puis-je te faire confiance? Sophia leva les yeux avec un regard plein de suspicion. Tu es toute ma famille. Qui m'assure que tu ne m'utiliseras pas et que tu ne me trahiras pas? Ensuite? Je ne veux pas ce poste, dis-je avec fermeté. Je veux seulement ma liberté et la justice pour ce que j'ai souffert. Quand tout sera terminé, je disparaîtrai. Tout le groupe sera à toi. Sophia plissa les yeux en calculant. La cupidité luttait férocement contre la méfiance dans son esprit. Où sont les preuves? Demanda Sophia. Tu as dit que tu avais ce dont j'avais besoin. Je souris. Je sortis un mince dossier de mon sac et le fis glisser vers elle. Ouvre-le et regarde.
C'est la raison pour laquelle tu dois agir immédiatement avant qu'il ne soit trop tard. Sofia prit le dossier avec les mains légèrement tremblantes. Elle ouvrit la première page. Ce n'était pas un rapport financier ni une liste noire, c'était une copie d'un rapport médical. Nom du patient, Ricardo Serrano. Diagnostic, cancer du foie au stade 2 avec métastase. Les yeux de Sofia s'ouvrirent grands. Elle dévora chaque ligne puis me regarda avec le visage pâle comme la cire. D'où cela vient-il? Mon père va parfaitement bien. Il joue au golf toutes les semaines. C'est ce qu'il veut que les gens voient. J'expliquai. Ton père a très bien caché sa maladie. Seul son médecin personnel et Alvaro le savent. Alvaro a utilisé cette information pour presser ton père afin qu'il signe à l'avance les décisions de transfert de pouvoir. Il ne reste plus beaucoup de temps à ton père, Sofia. Et dès qu'il décédera, le testament que Alvaro a déjà rédigé entrera en vigueur. Devine qui est le seul héritier. Javier. Murmura Sofia d'une voix tremblante. Correct. Javier héritera de tout et Alvaro, comme fiduciaire et commissaire aux biens par délégation, aura le contrôle réel de la gestion. Toi, tu n'auras rien, pas un seul centime. Sofia laissa tomber le dossier sur la table. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Cette vérité était trop cruelle pour elle. Elle avait toujours pensé qu'elle était la fille préférée, la fierté secrète de son père. Mais il s'avérait qu'aux yeux de Don Ricardo, elle n'était qu'une fille. Une étrangère en comparaison du fils mâle qui continuerait la lignée. Aussi stupide que soit ce fils. Salaud! Siffla Sofia entre ses dents. Comment mon père a-t-il pu me traiter ainsi? J'ai consacré 10 ans de ma vie à cette entreprise. Dans les affaires, il n'y a pas de place pour les larmes, Sofia, dis-je froidement. Maintenant tu as deux options. L'une est de rester les bras croisés en attendant que Javier. Alvaro avale tout ton effort. L'autre est de collaborer avec moi. Nous renverserons Javier avant que le testament n'entre en vigueur. Sofia me regarda avec les yeux brûlants d'ambition et de haine. Elle prit son verre, le but d'un trait et le frappa contre la table. Comment? Demanda-t-elle d'une voix décidée. Que veux-tu que je fasse? J'ai besoin de preuves de la malversation des Alvaro, dis-je en allant droit au but. Je sais qu'il saigne le groupe à travers le projet Eldorado. Mais les données du système ont été nettoyées par lui. J'ai besoin des documents originaux. Des contrats fantômes, des reçus de paiement sans sa signature. Documents originaux. Sofia fronça les sourcils. Alvaro contrôle cela d'une main de fer. Il ne laisse jamais rien en vue. Mais il ne peut pas tout détruire. Selon les normes d'audit, les documents physiques doivent être conservés pendant 10 ans. Il ne peut pas brûler tout le fichier sans éveiller les soupçons. Je sais où il les cache. Dans le fichier secret du sous-sol de l'ancien bâtiment de l'entreprise, dans la zone industrielle. Sofia acquiesça. Je connais cet endroit. Mais seul Alvaro et mon père ont la clé magnétique. Le système de sécurité là-bas est très strict. Avec des caméras de surveillance 24 heures sur 24. C'est ton travail. Je me penchai en avant. Tu es la directrice des ressources humaines. Tu contrôles l'équipe de sécurité. Tu peux organiser une maintenance du système de caméras ou changer le tour des gardes. J'ai besoin de 30 minutes dans ce fichier. Seulement 30 minutes. Sofia réfléchit en pesant les risques. C'était très dangereux. Si elle était découverte, elle perdrait tout. Mais si elle ne faisait rien, elle perdrait aussi tout. Elle était perdue de toute façon, alors autant risquer. Ce vendredi, dit Sofia après un moment de silence. Ce vendredi? C'est l'inspection périodique du système de protection contre les incendies de l'ancien bâtiment. Selon la procédure, ils couperont l'électricité par zone pour tester les générateurs de secours. Je peux intervenir pour que la zone du sous-sol reste sans électricité pendant environ 30 minutes. De 12h à 12h30. Les caméras ne fonctionneront pas et les portes magnétiques passeront en mode ouverture mécanique. Parfait. Je souris en sentant que la victoire était à un pas de plus. Je m'occuperai d'entrer. Tu dois seulement t'assurer que personne ne s'approche pendant que
J'agirai. Mais, et la clé mécanique, demanda Sophia. La porte du fichier a 2 serrures. L'extérieur est magnétique et s'ouvrira quand le courant sera coupé, mais l'intérieur est mécanique. Cette clé, c'est Alvaro qui l'a. Je sortis un petit objet métallique de ma poche et le posai sur la table. C'était un moulage en cire avec l'empreinte d'une clé. 4 ans en tant que femme de Ravière ne m'ont pas seulement appris à cuisiner. Esquissai-je un sourire. Une fois. J'ai emprunté le trousseau des Alvaro quand il était ivre lors d'une fête de Noël il y a 2 ans. J'en ai fait des copies de toutes. Sophia me regarda avec un mélange d'étonnement et de peur. Peut-être qu'à ce moment-là elle se rendit compte à quel point je pouvais être dangereuse. J'avais préparé cette guerre depuis longtemps. Même quand j'interprétais encore le rôle d'épouse docile. D'accord. Sophia se leva en ajustant son manteau. Tranquille, je ne te laisserai pas couler avec moi. Tu dois encore vivre pour être présidente. Sophia se retourna et partit, le bruit de ses talons résonnant à nouveau, fier et plein d'ambition. Je la suivis du regard et lâchai un soupir de soulagement. La première étape avait été un succès. J'avais semé la graine de la rébellion dans le cœur de l'ennemi. Maintenant Alvaro devrait non seulement m'affronter, mais aussi se méfier du poignard que représentait Sophia dans son dos. Les 2 jours suivants passèrent avec une lenteur agonisante. Je restais à l'auberge à étudier les plans de l'ancien bâtiment du groupe Serrano que Marcos m'avait envoyé par courrier électronique crypté. Le bâtiment était dans une zone industrielle, construit au début du XXe siècle, avec des murs épais. De nombreux recoins et surtout un système de sous-sol aussi labyrinthique qu'un labyrinthe. Marcos me tenait informé de la situation extérieure. Alvaro me cherchait frénétiquement. Il avait même engagé des hommes de main pour fouiller chaque pension. Chaque bar à tapas dans les quartiers périphériques. Il ne s'imaginait pas que je me cachais juste dans la zone chaotique de la gare routière. Le vendredi matin, avec un soleil brûlant, je me déguisai en employé de nettoyage industriel. Une combinaison de travail bleu foncé ample, un masque chirurgical qui me couvrait le visage. Les cheveux relevés en chignon sous un bonnet en tissu. Je portais une fausse carte d'identité que j'avais faite moi-même avec une imprimante couleur. Empruntée au propriétaire de l'auberge. 11h30, j'étais à l'entrée arrière de l'ancien bâtiment. Comme l'avait dit Sophia, aujourd'hui il y avait une inspection incendie. La cour était pleine de camions de pompiers et les pompiers et le personnel de sécurité allaient. Venaient. Le chaos était mon camouflage parfait. Je poussai un chariot rempli d'ustensiles de nettoyage et passai courbé devant le poste de sécurité. Et où vas-tu? M'arrêta un garde corpulent. Mon cœur battait fort, mais j'essayais de garder une voix calme et un peu rauque. Le superviseur m'a dit de descendre nettoyer le couloir du sous-sol avant l'inspection. Le garde regarda la carte d'identité sur ma poitrine puis le chariot plein de serpillères et de seaux. Il fit un geste d'agacement de la main. Dépêche-toi, ils vont couper la lumière. Oui. Merci. Je poussai le chariot rapidement vers le monte-charge. La porte se ferma et je lâchai un soupir, le dos trempé de sueur. La première épreuve était surmontée. L'ascenseur descendit au sous-sol B2. L'air y était froid et humide, avec une odeur de papier vieux et de poussière rance. Le couloir était désert, on n'entendait que le bourdonnement des ventilateurs. Je poussai le chariot jusqu'à la porte de la zone de stockage spécial. Sur le mur, la lumière rouge de la caméra de sécurité continuait de clignoter. Alvaro surveillait encore. Je regardai l'heure. 11h58, il restait 2 minutes. Je me cachai dans un coin derrière une grande colonne en béton. Le cœur battant au rythme des secondes. 59 minutes, 30 secondes, 45 secondes boum. Toutes les lumières du couloir s'éteignirent. Le bourdonnement des ventilateurs cessa et l'espace fut plongé dans une obscurité totale. Seulement rompu par la faible lumière verte des panneaux de sortie de secours. Le moment était arrivé. J'allumai la petite lampe frontale que je portais et courus vers la porte du fichier. Comme je m'y attendais. La serrure magnétique se relâcha avec un petit clic quand le courant fut coupé. Je poussai la première porte et entrai. Devant moi se trouvait la deuxième porte en acier massif. C'était là qu'on utilisait la clé mécanique. Je sortis le trousseau de clés que j'avais copié du moulage en cire.
Mes mains tremblaient d'émotion. J'introduisis la clé dans la serrure. Clac. Elle ne tournait pas. Le sang se glaça dans mes veines. Alvaro avait-il changé la serrure? J'essayais à nouveau, tournant et bougeant doucement, mais elle restait bloquée. Le temps passait. J'avais déjà perdu 1 minute. Il ne me restait que 29. Je respirais profondément en essayant de me calmer. Tranquille, Isabelle, tu as fait des choses plus difficiles que cela. Peut-être que la serrure était oxydée par le manque d'usage. Je sortis un petit flacon de lubrifiant de ma poche et le vaporisai dans la serrure. J'attendis quelques secondes, introduisis à nouveau la clé et avec une force modérée tournai. Clic. Le bruit du pène en s'ouvrant fut comme une musique céleste. Je tournai la poignée et entrai. Le fichier était immense, avec des milliers de boîtes en carton empilées jusqu'au plafond. L'odeur de papier pourri était écrasante. C'était le cimetière des secrets les plus sombres du groupe Serrano. Je n'avais pas le temps de fouiller chaque boîte. J'avais étudié le système de codification des Alvaro. C'était un obsédé de l'ordre. Il classerait les documents les plus importants suivant la séquence de Fibonacci combinée avec l'année fiscale. Je parcourus les étagères avec la lampe. 2019, 2020 ici c'est 2021, l'année où le projet Eldorado a commencé. Je cherchais la boîte avec le code V1123H. Je coupai le ruban adhésif avec le cutter et ouvris la boîte. À l'intérieur, il y avait des dizaines de dossiers épais. Je commençai à les feuilleter. Contrat d'achat de matériaux avec l'entreprise Galaxia. Contrat de conseil avec l'entreprise Estrella del Sur. Je sortis mon téléphone. J'activai le mode scan de documents et commençai à prendre des photos sans arrêt. Page après page, la signature des Alvaro se voyait clairement sous la lumière du flash. Le tampon rouge du groupe estampillé sur des chiffres gonflés de millions d'euros. Là était la preuve que Alvaro transférait de l'argent à son entreprise Pantala aux îles Caïmans. Un ordre de virement international avec l'initiale des Alvaro dans le coin gauche. Je ne laissais pas une seule feuille sans la photographier. 10 minutes. 15. Soudain, j'entendis un bruit étrange. Tac tac. Le bruit de chaussures en cuir sur le sol en béton qui venait du couloir extérieur. Mon cœur s'arrêta. Qui pouvait être ici à cette heure? Un garde ou Alvaro? J'éteignis rapidement la lampe, me cachai entre 2 étagères et retins ma respiration. Les pas se rapprochaient et la lumière d'une lampe de poche filtrait par la fente de la porte du fichier que j'avais laissé entr'ouverte. Le chef a dit de descendre vérifier si la porte du fichier était bien fermée. Dit une voix familière. C'était l'assistant personnel des Alvaro. Avec le courant coupé. Que allons-nous vérifier? Sûrement que la serrure magnétique s'est relâchée. Toute seule. Grognait une autre voix. Eh bien? Jetons un coup d'œil au cas où. Le chef Alvaro nous l'a répété plusieurs fois. Aujourd'hui. Mademoiselle Sofia a demandé de couper la lumière pour maintenance. Et le chef soupçonne quelque chose. Alvaro soupçonnait. Je serrai les mains contre l'étagère métallique avec une sueur froide me parcourant le dos. S'ils entraient et pointaient avec la lampe, j'étais fini. Je n'avais qu'un cutter. Je ne pouvais pas faire face à 2 hommes corpulents. La lumière de leur lampe s'arrêta juste devant la porte du fichier. La porte est entr'ouverte, dit l'assistant d'une voix prudente. Ce sera à cause de la pression. Entre et ferme-la bien. La porte en acier fut poussée. Le faisceau de lumière de la lampe commença à balayer l'intérieur du fichier. Il passa par la première rangée d'étagères puis par la deuxième, où j'étais caché. Je fermai les yeux avec force, me préparant au pire. Crash. Un fort fracas retentit de l'autre côté du couloir, comme si des boîtes étaient tombées. Qu'est-ce que c'était? Sursautèrent les 2 en se retournant brusquement. On dirait que dans le stockage de fournitures il y a eu un rat ou un chat qui a fait tomber quelque chose. Allons voir. Les 2 sortirent précipitamment, courant vers l'origine du bruit. J'ouvris les yeux en haletant. Qui m'avait sauvé, un rat ou Marcos? Sans temps pour penser, je mis rapidement les documents les plus importants dans ma combinaison. Fermai la boîte en carton comme elle était. Sortis discrètement du fichier et fermai la porte avec précaution. Je poussai le chariot de nettoyage et courus comme une folle vers l'ascenseur dans la direction opposée aux 2 hommes. Juste quand j'entrai dans l'ascenseur, la lumière revint.
12h30. Je m'appuyais contre le mur de l'ascenseur avec les jambes tremblantes. Mais un sourire se dessina sur mon visage. Sur ma poitrine, les papiers frottaient contre ma peau. Mais c'était la sensation la plus merveilleuse que j'avais jamais ressentie. J'avais l'épée pour couper la tête du serpent venimeux. Je retournai à l'auberge quand le soir tombait, trempé de sueur et de poussière. Mais avec l'esprit étrangement clair. À peine fermé je la porte, je mis les 3 verrous. Tirai les rideaux et sortis les documents de mes vêtements. Ils étaient froissés et certains sentaient l'humidité du sous-sol. Mais pour moi ils étaient plus précieux que l'or. Je les étendis par terre. Les photographiai à nouveau avec mon téléphone à la résolution maximale puis les classer. Chronologiquement. Marcos arriva 15 minutes plus tard. Il entra dans la chambre pâle, avec un sandwich et une grande bouteille d'eau à la main. « Isabelle, tu as failli me donner une crise cardiaque, » dit Marcos à bout de souffle. Posant la nourriture sur la table. « Tu sais à quel point c'était dangereux au vieux bâtiment ? Les 2 assistants des Alvaro ont rôdé. Près de l'entrée arrière pendant 15 minutes après ton départ. J'ai dû faire semblant de faire tomber un chariot de livraison pour les distraire à nouveau. Merci, Marcos. Je le regardais avec des yeux pleins de gratitude. Si ce n'était pas pour le bruit que tu as fait dans le stockage. Il m'aurait attrapé. Mais regarde ce que nous avons. Marcos s'approcha et prit un des contrats que je venais de classer. Ses yeux s'ouvrirent comme des soucoupes en lisant les chiffres. Mon Dieu. 10 millions d'euros pour du conseil stratégique. Quelle sorte de consultante facture ces tarifs? Estrella del Sur. Je n'ai jamais entendu parler de cette entreprise dans le monde financier et tu ne l'entendras jamais. Je souris avec amertume, indiquant une petite ligne en bas du document. Regarde l'adresse d'enregistrement. C'est un entrepôt abandonné que j'ai vu une fois. Alvaro là. Utilisé comme adresse fantôme pour créer son entreprise écran. L'argent du groupe Serrano entrait là. Comme honoraire de conseil et ensuite se divisait en petits virements sur les comptes personnels de sa femme et de sa belle-sœur. Marcos continua à feuilleter les pages. Son expression devenait de plus en plus sérieuse. Ce n'est pas seulement une malversation. C'est un système de fraude sophistiqué opéré par un esprit brillant mais malade. Alvaro a construit un labyrinthe financier dans lequel de l'extérieur tout semble légal et transparent. Seulement avec ses documents originaux, avec ses initiales et les annotations internes. On peut voir le squelette à l'intérieur du géant appelé groupe Serrano. Avec cela, Alvaro finira sûrement en prison, affirma Marcos d'une voix émue. Nous pouvons l'envoyer déjà à l'UDEF. Tu seras acquitté. Ce n'est pas encore suffisant, dis-je en secouant la tête. Jetant un seau d'eau froide sur son enthousiasme. Alvaro est un renard. Il dira que les signatures sont fausses. Que j'ai volé le tampon et que je l'ai estampillé. Il engagera les meilleurs avocats pour argumenter. Que tout est un complot d'une épouse abandonnée qui cherche la vengeance. Nous avons besoin d'un coup de grâce, une preuve irréfutable de son caractère et d'un délit flagrant. Que veux-tu dire? Tu penses l'attraper en train de recevoir un pot de vin? Non, un pot de vin. Je regardais par la fenêtre où les lumières de la rue commençaient à clignoter. J'attends qu'il fasse le pas suivant. Alvaro sait que je suis entré dans le fichier. Il n'a pas pu m'attraper sur le fait. Mais il sait ce qui manque. Un maniaque du contrôle comme Alvaro ne restera pas les bras croisés. Sachant que son point faible est entre les mains de l'ennemi. Il essaiera de le récupérer à tout prix. Que crois-tu qu'il fera? Il utilisera mon point faible. Je me tournai pour regarder Marcos, le seul point faible qu'il croit avoir en son pouvoir. Ta famille dans ton village? Demanda Marcos inquiet. Non, mes parents sont décédés. Il le sait. Mon point faible en ce moment, ironiquement, est quelqu'un qui est de son côté. Marcos fronça les sourcils. Pensant et soudain il comprit. Laura. La maîtresse de ton mari. Exact. Laura est le maillon le plus faible de sa chaîne. Elle est cupide mais lâche. Alvaro sait que je déteste Laura. Mais il sait aussi que je suis une personne de principe. Pensera-t-il que je veux me venger d'eux?
Laura ou l'utilisera-t-il comme appât pour m'obliger à apparaître? Dans l'esprit des Alvaro. N'importe qui peut devenir un pion sacrifiable, même ses alliés. Je pris le téléphone et insérai la 3e carte SIM prépayée. J'envoyai un message à Sofia. Marchandise reçue. Garde le silence absolu. Alvaro commence à soupçonner. Ne fais aucune bêtise. Sofia ne répondit pas. Son silence m'inquiéta un peu. Mais je compris qu'à ce moment elle aussi était assise sur une poudrière. Si Alvaro découvrait que Sofia m'avait aidé à couper l'électricité, elle serait la première à être éliminée. Cette nuit-là, je ne pus pas dormir. Je restais assise appuyée contre le mur, serrant les documents comme s'ils étaient une bombe à retardement. Dehors, le bruit lointain d'une ambulance sonnait comme le hurlement de la mort. Je savais que l'aube apporterait une véritable tempête. Alvaro ne resterait pas tranquille. Il attaquerait et son attaque serait plus cruelle que je ne l'avais jamais imaginé. Le lendemain matin, mes pressentiments se réalisèrent. Je mangeais des nouilles instantanées dans la chambre quand le téléphone vibra violemment. Un numéro inconnu mais avec l'indicatif de Madrid. J'hésitai une seconde puis répondis. Je ne dis rien. J'écoutais. Aide-moi, Isabelle, s'il te plaît. Une voix entrecoupée et sanglotante résonna à l'autre bout de la ligne. C'était Laura. Je fronçai les sourcils. Mon cœur battit plus vite, mais mon esprit analysa froidement. Pourquoi Laura m'appelait-elle? Pourquoi me demandait-elle de l'aide à moi? La femme à qui elle avait volé le mari il y a quelques jours? Laura, dis-je d'une voix tranquille. Tu t'es trompé de numéro. Ton amant est dans la demeure de la Moraleja. Non, ici non. Je ne cherche pas Ravière. C'est Alvaro. Il est devenu fou. Sanglota Laura d'une voix pleine de panique. Il me tient enfermé. Il dit que tu lui as volé quelque chose. Si tu ne le lui rends pas, il me tuera. Isabelle, s'il te plaît, je sais que j'ai eu tort. Je suis désolé, mais sauve-moi. Où es-tu? Je ne sais pas. Dans un entrepôt. Il fait très sombre. Isabelle? Il m'a dit de t'apporter les documents au café Antano dans le district de Chambry à 15 heures. Toi. Seul. Si tu appelles la police ou si tu ne viens pas. Demain ils trouveront mon corps flottant dans la rivière. Soudain, quelqu'un lui arracha le téléphone. Une voix grave et froide remplaça les sanglots de Laura. Tu as bien entendu, vieil ami, dit Alvaro. Tu es si lâche que tu kidnappes une femme. Je grognai en serrant le téléphone avec force. Je suis un homme d'affaires. Seuls les résultats m'importent. Rit Alvaro. Tu m'as pris quelque chose. Je veux le récupérer. Cette fille est la maîtresse de ton mari. Donc elle est presque de ta famille. Je crois que tu es assez intelligente pour savoir quoi faire. Ah. 15 heures. Café Antano. Je n'aime pas attendre. Bip bip bip. Il raccrocha. Je laissai tomber ma main. Le téléphone tomba sur le matelas. Un scénario parfait. Alvaro utilisait Laura comme appât. Il savait que je n'irais pas par affection pour Laura. Mais il faisait appel à mon sens de l'honneur et à ma curiosité. De plus, il voulait me tendre un piège pour me transformer en délinquante. Je fermais les yeux et imaginais l'échiquier. Alvaro donnait échec. Si je n'y allais pas, Laura pourrait mourir pour de vrai. Alvaro était un homme impitoyable, capable de tout pour éliminer les témoins gênants. Si Laura mourait, la police enquêterait et avec le pouvoir des Alvaro il pourrait facilement m'accuser de sa mort. L'épouse trahit avec un mobile pour tuer sa rivale. Dans ce cas, je passerais de plaignante à accusée de meurtre. Et si j'y allais, il était évident qu'un piège m'attendait. Cela pourrait être une bande de voyous attendant pour m'éliminer et simuler une bagarre. Ou, de manière plus subtile, il me tendrait un piège pour extorsion. Je regardais l'heure. 10 heures du matin, il restait 5 heures. J'appelai Marcos. Marcos, viens immédiatement. Apporte l'équipement. Nous avons un grand travail. 15 minutes plus tard, Marcos apparut avec un sac à dos noir. Quand je lui racontai l'appel, son visage pâlit. Tu ne peux pas y aller. C'est clairement un piège mortel. Alvaro vous tuera toi et Laura pour vous faire taire.
Il est allé trop loin. Je le sais. Je marchais de long en large dans la chambre, mon esprit travaillant à toute vitesse. Mais c'est aussi une opportunité unique, une opportunité. Tu es folle? Une opportunité de mourir. Non, une opportunité de le faire commettre une erreur. Je m'arrêtai et me tournai pour regarder Marcos avec des yeux brillants. Alvaro est un génie des finances, il peut maquiller n'importe quel chiffre. Mais il n'est pas un expert en crime. Il commet l'erreur élémentaire des arrogants. Utiliser la violence pour résoudre un problème intellectuel, enlèvement, extorsion, menace de mort. Ce sont des délits pénaux qui ne se résolvent pas avec de l'argent. Si nous avons des preuves qu'il commet ces actes, il est fini. Mais comment obtenir des preuves? Il ne sera pas assez bête pour apparaître en personne. Si, il apparaîtra. Parce qu'il veut me voir échouer. Il veut savourer la sensation de victoire en me voyant à genoux en train de supplier. L'ego des Alvaro est trop grand et cela le détruira. Je désignai le sac à dos de Marcos. As-tu apporté la caméra bouton dont tu m'as parlé l'autre fois? J'ai le dernier modèle. Elle transmet le signal en direct vers un serveur dans le cloud. Parfait. Mets-la sur ma chemise et prépare-moi aussi un enregistreur. Je transformerai ce rendez-vous avec la mort en mon propre scénario. Isabelle, Marcos me regarda avec inquiétude. Et s'il te tue dès que tu entres? Il a besoin des documents originaux. Marcos. Il ne me tuera pas jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. C'est le temps dont j'ai besoin. Pour renverser la partie. Je m'assis à la table, pris du papier et un stylo et écrivis quelques lignes. Marcos. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas venir avec moi. Tu t'assieras dans le café d'en face et tu monitoreras toutes les images de ma caméra avec ton ordinateur portable. Dès que Alvaro apparaîtra et me menacera, envoie la vidéo à une personne. À la police. Non, la police arrivera tard. Envoie-la au commissaire principal Velasco. Chef de la police judiciaire. Le professeur Moral m'a donné son numéro de contact d'urgence. Seul lui a l'autorité et la rapidité pour intervenir dans cette affaire sans que Alvaro puisse le soudoyer. Je donnai à Marcos le papier avec le numéro de téléphone. Dans cette partie, je jouais ma vie sur une carte. La confiance en la justice et dans la stupidité des méchants. À 14 heures, je me regardais dans le miroir en ajustant ma chemise blanche. Le deuxième bouton à partir du haut semblait normal. Mais c'était l'œil divin qui me sauverait la vie. Marcos avait habilement caché les câbles et le transmetteur dans mon soutien-gorge, s'assurant qu'il soit difficile à détecter même lors d'une fouille superficielle. Je mis des lunettes à monture noire. La branche droite contenait une puce d'enregistrement indépendante au cas où la caméra tomberait en panne. Bon signal. Marcos? Demandai-je. Parfait. Le son est clair. Marcos était assis dans un coin de la chambre avec les écouteurs mis et les yeux fixés sur l'écran de son ordinateur portable. Mais la batterie ne dure que 2 heures. Tu dois résoudre cela rapidement. 2 heures sont plus que suffisantes pour un acte. Je respirai profondément, retrouvant ma sérénité habituelle. Je n'emportais pas les documents originaux. Dans mon vieux sac de marque, il n'y avait qu'une liasse de déclaration d'impôt sans importance. Avec une couverture identique à celle du dossier réel. Je n'étais pas assez stupide pour lui remettre les preuves. Je m'en vais? Dis-je d'une voix légère. Isabelle, m'appela Marcos. Il se leva et me serra la main avec force. Souviens-toi de garder la tête froide. Ne le laisse pas te provoquer et si tu vois des problèmes. Crie le mot de passe. Alerte rouge. J'appellerai la police pour qu'elle intervienne immédiatement. Sans tenir compte des conséquences. Tranquille. Je ne veux pas encore mourir. J'ai encore à voir Sofia comme présidente. Je sortis de l'auberge et pris un taxi. Le ciel de Madrid cet après-midi-là était couvert. Des nuages noirs tourbillonnaient comme un présage d'une grande tempête. Le café Antano était dans une ruelle tranquille du district de Chambry.
conçu dans un style rétro avec des murs de briques apparentes. Un toit de tuiles et de nombreuses plantes. Un endroit idéal pour des rendez-vous romantiques et aussi idéal pour des purges sanglantées. Silencieuse. Le taxi s'arrêta à une certaine distance du café. Je descendis et marchai vers là. J'entendais le craquement des feuilles sèches sous mes talons. Le sifflement du vent entre les feuilles. L'ambiance était étrangement déserte. Normalement à cette heure les cafés seraient pleins, mais aujourd'hui le parking était vide. Alvaro avait réservé tout l'établissement. Je poussai la lourde porte en bois et entrai dans la cour. Un homme en costume noir et lunettes de soleil me bloqua le passage. Il ne dit rien, fit seulement un geste pour que je lui donne le sac. Je le lui donnai docilement, il le fouilla brutalement, sortit le dossier. L'examina superficiellement et me le rendit. Puis il passa un détecteur de métaux sur tout mon corps. L'appareil bipa en passant par ma ceinture. Enlevez la ceinture, ordonna-t-il. Je retirai la ceinture en cuir et la lui donnai. Il la jeta sur le côté. Heureusement, Marcos avait prévu cela et mes dispositifs étaient en plastique de haute qualité. Sans métaux détectables. Entre. Le chef t'attend dans la salle du fond. Je traversai la cour carrelée et entrai dans la maison principale. La lumière intérieure était tamisée. L'odeur d'encens ne parvenait pas à dissimuler l'ambiance de danger. À une table ronde dans un coin, un homme était assis dos à moi, tenant un cigare à moitié consumé. À ses côtés, par terre. Une fille était agenouillée avec les cheveux ébouriffés et les mains attachées dans le dos. Laura. En entendant mes pas, Alvaro tourna la chaise. Son visage restait attirant et élégant comme toujours, mais ses yeux étaient injectés de sang. Il esquissa un sourire que je jurais me souvenir jusqu'à ma mort. Le sourire d'un prédateur voyant sa proie tomber dans le piège. Très ponctuel, Madame la directrice générale. Alvaro tira une bouffée de son cigare et souffla la fumée blanche vers moi. Assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. Je ne m'assis pas, je restai debout, le regardant fixement dans les yeux. Relâche-la. Je suis déjà là. Alvaro regarda Laura, qui tremblait à ses pieds. Et soudain il l'attrapa par les cheveux et tira en arrière. Laura cria de douleur. Les larmes coulaient sur son visage. Tranquille, d'abord, voyons ce que tu m'as apporté. Il fit un geste vers le dossier que je tenais. Donne-le-moi. Je lançai le dossier sur la table, les originaux, tout ce que j'avais sorti du fichier. Maintenant relâche-la. Alvaro lâcha Laura, prit le dossier et commença à le feuilleter. Il l'examina avec attention, passant chaque page, étudiant chaque signature. Le silence était étouffant, seulement rompu par le bruit du papier et les sanglots de Laura. Soudain, Alvaro éclata de rire, un rire strident et sauvage. Il me jeta le dossier au visage, les papiers volèrent comme des papillons blancs. Tu crois que je suis stupide? Isabelle? Ce sont les déclarations d'impôts de l'année dernière. Tu oses jouer avec moi? Il sortit un pistolet noir et brillant de sa veste et me visa directement à la tête. Où sont les originaux? Je compte jusqu'à 3. Si tu ne me les donnes pas, je te fais exploser la cervelle. 1. Je restai immobile. Mon cœur battait comme s'il allait exploser, mais je savais que je ne pouvais pas reculer. La caméra continuait d'enregistrer. Menace de mort avec arme à feu. C'était exactement ce dont j'avais besoin. 2. Les originaux sont dans un endroit que tu n'imaginerais jamais, dis-je avec un calme surprenant. Si je meurs ou si cette fille meurt dans 5 minutes. Tous ces documents seront envoyés à tous les médias et aux autorités. Tu peux me tuer. Mais tu ne peux pas tuer la vérité. Alvaro s'arrêta. Son index tremblait sur la gâchette. Il pesait ses options. Me tuer était facile, mais les conséquences seraient imprévisibles. C'était un homme d'affaires, pas un assassin professionnel. Tu oses? Grogna Alvaro. J'ose. Je fis un pas en avant en collant ma poitrine au canon de son pistolet. Tire. Voyons si cette balle sauve ton poste de directeur financier ou t'emmène au peloton d'exécution. Mon audace fit reculer Alvaro. Il baissa le pistolet. Son regard passa de la colère au calcul. D'accord. Tu es très bonne, Isabelle. Je t'ai sous-estimé.
Il s'assit en croisant les jambes, retrouvant son air de supériorité. Alors, que veux-tu? De l'argent ou que je pardonne à ton mari inutile? Je veux un échange juste, dis-je en regardant l'horloge murale. 10 minutes s'étaient écoulées. Marcos avait déjà envoyé la vidéo. Relâche Laura. Je t'emmènerai chercher les documents. Je ne te crois pas, nia Alvaro. Cette fille reste ici comme garantie. Tu m'emmènes chercher les papiers. Quand nous aurons terminé, je vous relâcherai toutes les deux. J'insiste. Laura est blessée. Elle a besoin d'aller à l'hôpital. Je resterai comme garantie à sa place. Alvaro me regarda puis Laura. Il esquissa un sourire cruel. Quel amour touchant entre belles-sœurs. D'accord. Qu'elle s'en aille celle-ci. J'ai seulement besoin de toi. Il fit un signe au garde du corps à la porte. L'homme s'approcha et coupa les liens de Laura. Laura se leva en titubant, le visage gonflé, me regardant avec un mélange de peur et de gratitude. Cours, criai-je. Sors d'ici tout de suite. Laura n'attendit pas que je le répète. Elle sortit en courant comme une flèche, laissant derrière elle le pire cauchemar de sa vie. Maintenant dans la pièce, il ne restait plus que Alvaro, le garde du corps et moi. La porte se ferma avec fracas. Et maintenant quoi? Demanda Alvaro en jouant avec le pistolet. Où sont les documents? Je souris. Le sourire de la vainqueuse. Les documents sont en route avec quelques amis à moi. Tes amis? Ce journaliste de pacotille. Rit Alvaro avec mépris. Non. Des amis en uniforme bleu. Le visage d'Alvaro changea. Il se leva d'un bond. Tu as appelé la police? Non seulement j'ai appelé. Je désignais le deuxième bouton de ma chemise. Chacun de tes actes, de tes paroles et ce pistolet dans ta main ont été transmis en direct au commissaire principal de la police judiciaire. Salut la caméra, Alvaro. Tu es en direct? Alvaro resta à fixer le bouton. Son visage passa du rouge au blanc pâle. Il comprit tout. Il rugit comme une bête blessée. Il jeta le pistolet contre le mur et se jeta sur moi. Salope, je vais te tuer. Mais avant qu'il ne puisse me toucher, on entendit un fracas. La lourde porte en bois massif fut défoncée d'un coup de pied. Police. Des dizaines d'agents des opérations spéciales armés jusqu'aux dents firent irruption de toutes les directions. Les cris et le bruit des armes en train d'être chargées résonnèrent dans toute la salle. Alvaro resta paralysé au milieu de la pièce, les bras ballants. Il me regarda avec une expression d'incrédulité et de désespoir. Il savait que cette partie, il l'avait perdue. Une défaite totale. Tout ce qui arriva ensuite passa comme dans un film au ralenti. Alvaro fut menotté immédiatement. Le pistolet qu'il avait jeté fut présenté comme preuve. Le garde du corps fut aussi maîtrisé et mis face contre terre. Je m'appuyai contre le mur. Mes jambes commencèrent à trembler quand l'adrénaline se dissipa. Marcos entra en courant de l'extérieur, suivi d'un homme d'âge moyen au visage sévère. Le commissaire Velasco. Isabelle? Tu vas bien? Marcos me soutint alarmé. Je vais bien. Balbutiai-je avec la gorge sèche. Le commissaire Velasco s'approcha en me regardant avec un mélange de sévérité et d'admiration. Vous avez été très téméraire. Madame Isabelle. Vous utilisez vous-même comme appât. Si nous étions arrivés une minute plus tard. Je ne sais pas ce qui serait arrivé. Je n'avais pas d'autre option, monsieur le commissaire. J'essayais de sourire. Sans cette preuve flagrante, Alvaro n'aurait jamais avoué. D'accord. Venez au commissariat pour faire votre déposition. Nous avons saisi tous les ordinateurs et documents de cet endroit. Avec cette vidéo, la déclaration de mademoiselle Laura et les documents que vous nous avez fournis. Alvaro n'a aucune échappatoire. Je vis comment ils emmenaient Alvaro. Il passa à côté de moi. Ses yeux pleins de haine me regardèrent pour la dernière fois. Tu as gagné, Isabelle, mais tu as aussi tout perdu. Les Serrano ne te pardonneront pas. Je n'ai pas besoin de leur pardon, répondis-je d'une voix froide.
Je me suis libéré moi-même. Adieu, Alvaro. On se voit au procès. Je sortis du café et respirai profondément l'air humide de Madrid. Il commençait à pleuvoir. Les gouttes lourdes tombaient sur mon visage, lavant la poussière. Les soucis et les peurs qui m'avaient tourmenté pendant les 4 dernières années. La guerre avec Alvaro était terminée, mais la guerre avec les restes du groupe Serrano. Avec mon beau-père Cupide et mon faible mari, venait juste de commencer. Et le plus important, j'avais encore une promesse à tenir avec Sofia. Je sortis le téléphone et envoyai un message à Sofia. Alvaro a été arrêté. Le chemin vers ton trône est dégagé. Prépare-toi à nettoyer les cendres. Je rangeai le téléphone dans ma poche et marchai sous la pluie. Je n'étais plus l'épouse et auditrice soumise, j'étais Isabelle. La femme qui avait brisé ses propres chaînes. La nouvelle de l'arrestation du directeur financier du groupe Serrano pour enlèvement et détention illégale d'armes se répandit comme une traînée de poudre. Au siège de la police judiciaire, la tension était palpable. Je m'assis face à l'inspecteur Herrero, un homme au visage impassible et au regard perçant. Alvaro était dans la salle contiguë, séparé par un miroir sans teint. Alvaro maintenait une attitude provocante. Il demandait constamment à voir son avocat et refusait de répondre à toute question. Il avait confiance qu'avec le pouvoir de Don Ricardo et une équipe d'avocats d'élite, il serait bientôt en liberté sous caution. Monsieur Alvaro, dit l'inspecteur Herrero par le microphone d'une voix monotone. Croyez-vous que vous pouvez nier les accusations? Nous avons une vidéo de tout l'incident. Un témoin et la preuve matérielle. Le pistolet. C'est un montage, cria Alvaro en frappant la table. Isabelle m'a tendu un piège. Le pistolet était un jouet. Je la faisais seulement peur. Un jouet. Mais avec un numéro de série qui correspond à un lot d'armes volées dans un arsenal militaire. Sourit l'inspecteur Herrero. De plus, nous venons de recevoir un dossier très intéressant de Madame Isabelle. Depuis ma salle, j'observais Alvaro à travers la vitre. En entendant le mot dossier, son expression changea. L'arrogance s'effondra, remplacée par une peur absolue. Je fis glisser les photocopies du dossier, les copies que j'avais préparées soigneusement, vers l'inspecteur qui était à mes côtés. Monsieur l'inspecteur. Voici la preuve du mobile du crime des Alvaro. Il a enlevé mademoiselle Laura et m'a menacé de mort. Non pour des motifs personnels, mais pour couvrir le plus grand cas de malversation de l'histoire du groupe Serrano. L'inspecteur lut le dossier. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes, les initiales. Les ordres de virement via des entreprises fantômes dans des paradis fiscaux. 30% du capital social, murmura l'inspecteur sans pouvoir cacher son étonnement. Avec cela, il passera le reste de sa vie en prison. Dans l'autre salle, l'avocat des Alvaro venait d'arriver. Il lui murmura quelque chose à l'oreille. Alvaro secoua la tête à plusieurs reprises, transpirant à grosses gouttes. Il savait que l'accusation d'enlèvement pouvait être négociée, mais celle de malversation, avec des preuves aussi accablantes, était indéfendable. Personne ne pourrait le sauver, pas même Don Ricardo. Je me levai et regardai Alvaro pour la dernière fois à travers la vitre. Il leva les yeux, nos regards se croisèrent. Il n'y avait plus de haine, seulement une supplique désespérée, mais je me retournai. La compassion était un luxe en ce moment. Je sortis de la salle d'interrogatoire. Marcos m'attendait dans le couloir avec 2 cafés chauds. Tu as terminé, demanda Marcos. Cela ne fait que commencer. Je pris le café. Sa chaleur réconfortante. Alvaro est fini. Maintenant c'est le moment de voir le spectacle dans la maison des Serrano. Mon téléphone vibra. Un message de Sofia. Papa appelle les avocats. Il veut retirer la plainte contre toi. Reviens à la maison. Immédiatement. Il veut te voir. Je souris avec amertume. Don Ricardo voulait me voir. Il devait être terrifié, son bras droit amputé, ses secrets commerciaux exposés. Il avait besoin de moi pour sauver la situation ou pour décharger sa colère. Quoi qu'il en soit, j'irai. Je voulais voir l'effondrement de cet empire de mes propres yeux. Une voiture de police me ramena à la demeure de la Moraleja sous le prétexte de protéger un témoin spécial. L'imposante porte en fer s'ouvrit, mais elle n'avait plus le même air de grandeur. Le personnel allait et venait nerveusement, avec des visages inquiets. J'entrai dans le salon.
Don Ricardo était assis dans un fauteuil de velours rouge avec la main sur la poitrine pâle. Javier était à ses côtés, tremblant comme un chiot mouillé. Sofia était debout, appuyée sur la cheminée, le visage inexpressif. En me voyant entrer, Don Ricardo essaya de se lever et me montra du doigt. « Que as-tu fait? Isabelle? Tu t'es allié avec la police pour arrêter Alvaro? Tu veux détruire cette famille? » Vous vous trompez, papa, dis-je en m'asseyant tranquillement face à lui. Je n'ai pas détruit cette famille. Ce sont votre cupidité et votre stupidité qui l'ont détruite. J'ai seulement nettoyé les ordures. Tu oses me manquer de respect? Don Ricardo toussa violemment avec le visage rouge. Je te poursuivrai en justice. Je te ferai pourrir en prison pour avoir volé des documents. Poursuivez-moi. Haussai-je les épaules. Mais avant de le faire, vous devriez voir cela. Sofia s'approcha et posa un épais dossier sur la table juste devant Don Ricardo. C'était le même dossier que je lui avais donné, plus les nouvelles preuves que je venais d'obtenir. Qu'est-ce que c'est? Demanda Don Ricardo en regardant Sofia avec méfiance. Regardez, papa, dit Sofia d'une voix froide. C'est la raison pour laquelle Alvaro a été arrêté et c'est aussi la raison pour laquelle vous devriez remercier Isabelle au lieu de l'insulter. Don Ricardo prit le dossier en tremblant, lut la première page, puis la deuxième. Ses yeux vieillis s'ouvrirent grands. Sa respiration devint agitée. Qu'est-ce que c'est? 50 millions. L'entreprise Estrella del Sur. Transfert à l'étranger. Alvaro vous a volé pendant les 3 dernières années. Papa, continua Sofia d'une voix ferme. Il a profité de votre confiance et de l'inaptitude de Javier pour saigner l'entreprise. Son plan était de s'emparer de tout le groupe après votre mort et de nous jeter tous à la rue. Ce n'est pas possible, Alvaro il m'était très loyal. Murmura Don Ricardo sans pouvoir croire la vérité. Loyal à votre argent, voulez-vous dire, ris-je avec dédain. Il m'a toujours méprisé, m'a considéré comme une étrangère. Mais c'est moi qui ai protégé chaque centime de cette famille. Alors que Alvaro, l'homme en qui vous aviez plus confiance qu'en vos propres enfants, est celui qui vous a planté le couteau dans le dos. Javier. Qui avait écouté? Pâlit. Il bégaya. Alors? L'entreprise est en faillite. Pas encore, mais presque, dis-je sans détour. Alvaro a emporté 30% du capital circulant. Demain les actions s'effondreront. Quand la nouvelle sortira, les banques réclameront leurs dettes. Les fournisseurs arrêteront de fournir. Don Ricardo porta la main à sa poitrine. Une forte douleur l'opprima. Il s'effondra dans le fauteuil, balbutiant incohérément. Papa, papa, qu'est-ce qui t'arrive? Javier courut le secourir. Sofia resta immobile, observant son père agoniser. Dans ses yeux, il n'y avait pas d'inquiétude, seulement un froid calcul. Elle se tourna vers moi et acquiesça légèrement. C'était le moment qu'elle avait attendu. Don Ricardo était tombé. Javier était inutile. Alvaro était en prison. Le poste de présidente était maintenant à sa portée. Une ambulance entra dans la cour avec la sirène à plein volume. Les médecins montèrent rapidement Don Ricardo sur une civière. Javier courut derrière l'ambulance en pleurant avec un aspect plus pathétique que jamais. Sofia et moi restâmes à regarder le véhicule disparaître derrière la porte. Tu es très bonne, dit Sofia sans me regarder. Tu as tenu ta promesse. Je t'ai dégagé le chemin, répondis-je. Maintenant c'est à toi de démontrer ta valeur. Ne laisse pas ce groupe mourir entre tes mains. Je ne le laisserai pas mourir. Sofia se tourna pour me regarder avec les yeux brûlants d'ambition. Je le relèverai. Je démontrerai à mon père que la fille qu'il a méprisée est la plus digne. Bonne chance, dis-je. Et je me retournai pour partir. Où vas-tu? M'appela Sofia. Chercher ma liberté. Je sortis de la demeure en me sentant légère. Je ne devais plus rien à cette famille. Je m'étais vengé de l'humiliation de 4 ans, j'avais démasqué Alvaro.
J'avais donné une leçon inoubliable à Javier et j'avais fait goûter à Don Ricardo le goût de la trahison. La nouvelle que Don Ricardo avait subi un AVC et était hospitalisé dans un état critique fut comme jeter de l'essence sur le feu. Le lendemain matin, avant même que Sofia puisse s'installer dans la salle du conseil d'administration, la crise éclata avec une force dévastatrice. J'étais assise dans un café face au siège du groupe Serrano. L'endroit où pendant 4 ans j'étais entré discrètement par la porte arrière. Aujourd'hui l'entrée principale du bâtiment était bondée. Non pas de partenaires élégants ni d'employés pressés, mais d'une foule chaotique d'investisseurs, de petits actionnaires et de créanciers. La presse avait publié une série d'articles d'investigation percutants dès le matin. Le titre, directeur financier du groupe Serrano arrêté pour malversation de 50 millions d'euros, occupait la une de tous les journaux importants. L'image des Alvaro menottés, tête baissée, devint le symbole de l'effondrement d'un empire. Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. C'étaient d'anciens collègues, des journalistes et même des personnes qui m'avaient méprisé auparavant. Ils appelaient pour confirmer par curiosité et pour demander des exclusivités. J'éteignis le téléphone et sortis la cime. Mon rôle dans ce drame était terminé. Maintenant je m'assierais pour voir tomber les cendres. De l'autre côté de la rue, la scène devenait de plus en plus chaotique. Un groupe de personnes tenait des pancartes rouges avec le slogan « Serrano escroc ». Rendez-nous notre argent. Ils criaient, poussaient la grille en fer, exigeant de voir la direction. Les gardes de sécurité débordés durent utiliser leurs matraques pour contenir la foule en colère. Je regardais vers l'étage le plus haut, où les fenêtres du bureau présidentiel restaient fermées. J'imaginais Sofia là-dedans, probablement en train de passer des appels frénétiques aux banques et partenaires stratégiques pour les calmer. Mais Sofia, ne comprenais-tu pas une règle de base de la confiance financière? C'est comme le verre, une fois brisé, on ne peut jamais le réparer. Une autre voiture de police arriva, cette fois c'était l'UDEF, pour exécuter une ordonnance de perquisition urgente. Ils entrèrent dans le bâtiment sous une pluie de flash des photographes. Je vis Sofia sortir pour les recevoir, avec le visage soigneusement maquillé, mais qui ne cachait pas son épuisement et son désarroi. Elle essaya de garder son calme, mais ses mains tremblantes en signant le procès-verbal trahissaient sa peur intérieure. Juste à ce moment apparut Javier. Il sortit en titubant de l'ascenseur avec la chemise froissée et la cravate lâche. Il semblait avoir bu depuis la nuit précédente. En voyant la police, il paniqua et essaya de fuir, mais il fut arrêté. L'image du directeur général marionnette, escorté entre les huées de la foule, fut pathétique. Je bus une gorgée de thé amer. C'était le prix à payer. Quand on construit un empire sur le mensonge et en piétinant les autres, on doit accepter cette fin. Il n'y avait pas de compassion pour eux. Marcos entra dans le café et s'assit en face de moi. Il venait de revenir de la scène de la perquisition. Ça a été terrible. Isabelle secoua la tête. Toujours sous le choc. Ils ont présenté toute la comptabilité. J'ai entendu que la dette du groupe Serrano triple son capital. Alvaro n'a pas seulement détourné, mais il a aussi utilisé des actifs comme garantie fictive pour obtenir des prêts bancaires. Cela ne me surprend pas, répondis-je. Alvaro était un téméraire. Il a parié que le projet Eldorado générerait suffisamment de bénéfices pour couvrir le trou. Mais il n'a pas compté avec l'éclatement de la bulle immobilière. Maintenant Sofia porte toute la charge. Elle a annoncé une conférence de presse pour cet après-midi. Une conférence de presse. J'arquai un sourcil. Que pense-t-elle faire? Déclarer la faillite. Non. Elle veut annoncer un plan de restructuration. Elle pense vendre des projets secondaires pour payer les dettes. C'est un mouvement désespéré. Je regardais à travers la vitre et vis Sofia s'occupant rapidement de la presse avant de monter dans sa voiture. Son regard croisa le mien, comme si elle sentait ma présence. Dans ses yeux, je vis une supplique d'aide, mais aussi de la fierté et de l'obstination. Elle croyait encore qu'elle pouvait changer le cours des événements. La conférence de presse eut lieu dans le grand salon de l'Hôtel Palace, où il n'y avait pas si longtemps le groupe Serrano avait organisé des fêtes luxueuses pour attirer les investisseurs, mais aujourd'hui l'ambiance dans la salle était froide et hostile. Sofia monta sur l'estrade.
Elle portait un tailleur noir avec les cheveux relevés en chignon haut, projetant une image de pouvoir, mais je savais que c'était seulement une fragile façade. Sous les flashs, Sofia semblait terriblement seule. « Mesdames et messieurs », commença Sofia, sa voix claire et résonnante. Bien que j'ai remarqué que le microphone tremblait légèrement dans sa main. Ce qui est arrivé avec Monsieur Alvaro a été un grand choc pour nous. Mais je veux affirmer que le groupe Serrano n'est pas la propriété d'un seul individu. Nous avons une base solide, des projets avec du potentiel. Quel potentiel s'ils n'ont pas payé les salaires des employés depuis 3 mois, l'interrompit un journaliste avec dureté. Le projet Eldorado est en réalité un projet fantôme. La licence de travaux n'a même pas été approuvée. Comment expliquez-vous cela? Questionna un autre. Sofia resta paralysée. Elle regarda les documents qu'elle avait préparés. Mais ces réponses vides ne pouvaient pas éteindre le feu de la colère publique. Elle commença à bafouiller. Nous travaillons avec les autorités pour clarifier, balbutia Sofia. Enfreignant la règle d'or d'un leader en crise, montrer de la faiblesse. Juste à ce moment, la porte du salon s'ouvrit brusquement. Un groupe d'hommes en uniforme d'une banque entra dirigé par le directeur d'une succursale bancaire, le plus grand créancier du groupe Serrano. « Excusez-moi, Madame Serrano », dit le directeur à voix haute. Sa voix froide résonna dans toute la salle. Nous venons de recevoir l'information que la garantie de nos prêts, un terrain dans la zone nord, a été saisie par le tribunal. Selon les termes du contrat de crédit, nous déclarons l'échéance anticipée de la dette et exigeons au groupe la remise immédiate de tous les actifs hypothéqués. La salle éclata en un tumulte. Les actionnaires se levèrent nerveusement. Une déclaration d'échéance anticipée était une sentence de mort pour la trésorerie de l'entreprise. Sofia resta pétrifiée sur l'estrade, le visage blanc comme du papier. Elle regarda la foule chaotique, les yeux furieux, les doigts accusateurs. Son rêve d'être présidente, d'être une reine qui s'était réalisé il y a à peine quelques heures, s'était effondré. J'éteignis le téléviseur de ma chambre d'hôtel. Je n'avais pas besoin d'en voir plus. Sofia avait reçu la leçon la plus dure de sa vie. Le pouvoir sans la capacité réelle n'est que du poison. Elle s'était battue pour un navire qui coulait et maintenant elle coulerait avec lui. Cet après-midi-là, Sofia m'appela. Je regardai son nom sur l'écran, j'hésitai un moment puis répondis. « Tu es satisfaite maintenant ?» La voix de Sofia était rauque, comme le vent sifflant à travers une fenêtre brisée. « Je n'ai rien fait, Sofia, répondis-je calmement. Ce sont les banques, la loi, la vérité. Je t'ai seulement donné une clé. Mais tu as choisi quelle porte ouvrir. Je suis noyé de dettes. Mon père est alité. Mon frère est un alcoolique. Ils vont nous saisir là. Maison. Qu'est-ce que je suis censé faire? C'est le poids de la couronne, Madame la Présidente, dis-je, non avec sarcasme, mais avec amertume. Tu voulais t'asseoir sur ce trône. Donc tu dois supporter son poids. Mon dernier conseil pour toi est d'arrêter d'essayer de sauver ce cadavre. Avoue. Coopère avec les enquêteurs pour réduire ta responsabilité. Vends tous tes biens personnels pour réparer les dommages. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais le rapport de cancer de mon père, hésita Sofia. Le médecin dit qu'il n'a que de l'hypertension et des séquelles de l'AVC. Il n'y a aucune tumeur. Tu m'as menti. Oui. Je l'admets sans détour. Ce rapport médical était faux. Je l'ai imprimé dans une photocopieuse. Sofia. C'est ton ambition aveugle qui t'a fait croire à ce papier sans le vérifier. Tu désirais que ton père meure pour prendre le pouvoir. C'est pour cela que tu as cru si facilement qu'il était sur le point de mourir. J'ai seulement mis l'appât. C'est toi qui as mordu. Sofia garda le silence pendant un long moment. J'entendis son lourd soupir, ses sanglots réprimés. Merci. Et je suis désolé. Sofia raccrocha. Ce fut la première et dernière fois que j'entendis des excuses de ma arrogante belle-sœur. Les jours suivants furent les plus sombres de l'histoire du groupe Serrano. Les actions furent exclues de cotation après 10 séances consécutives de chute libre. De nombreux projets furent paralysés. Les sous-traitants vinrent démonter les machines et équipements pour recouvrer leurs dettes.
L'ancien siège luxueux du groupe était maintenant désolé avec des vitres brisées et des graffitis insultants sur les murs. Don Ricardo dut tout voir depuis son lit d'hôpital à travers la télévision. L'AVC lui avait enlevé la mobilité et la parole. Mais son esprit était assez lucide pour ressentir une douleur profonde. Il vit comment le travail de toute sa vie se transformait en fumée. Comment son fils bien-aimé était emprisonné pour complicité d'escroquerie. Comment sa fille devait vendre chaque bijou, chaque sac, pour payer les factures médicales. Javier fut arrêté peu après les résultats de l'enquête préliminaire. Il s'avéra que Álvaro l'avait habilement trompé pour qu'il signe de nombreux documents de dette fictive à titre personnel. Javier, avec sa stupidité et sa confiance aveugle, avait signé sa propre sentence. En détention provisoire, selon ce que m'a raconté son avocat, Javier pleurait inconsolablement. M'appelant, me demandant de le sauver. Mais je ne suis jamais revenu. Ma compassion est morte la nuit où il a amené Laura à la maison. Sofia fut la seule à résister. Elle ne s'est pas enfuie comme Álvaro. Elle ne s'est pas effondrée comme Javier. Elle a fait face, assumant les conséquences. Elle vendit la demeure de la Moraleja. Toutes ses voitures de luxe et transféra son père dans un petit appartement pour s'en occuper. Elle travailla jour et nuit avec les enquêteurs, fournissant tous les registres pour tracer l'argent perdu. J'observai Sofia de loin et ressentis une admiration secrète. De ses cendres, cette fille avait mûri. Elle n'était plus la demoiselle gâtée, mais une femme forte qui assumait la responsabilité de son ambition. Un après-midi, je reçus une citation judiciaire. Le procès pour l'affaire économique du groupe Serrano se tiendrait le mois suivant. Je fus convoqué comme témoin et parti avec intérêt légitime. Je tins la citation en ressentant une étrange paix. Ce serait la fin de tout. Je me présenterai devant le tribunal non pour accuser, mais pour dire la vérité. La vérité sur les chiffres, la cupidité et le prix de la trahison. Le jour du procès, il pleuvait à verse. La salle était bondée. Des visages connus apparaissaient les uns après les autres, mais dans des positions différentes. Álvaro était au banc des accusés, plus maigre, avec des cernes, ayant perdu tout son aplomb. Javier était à ses côtés, tremblant, cherchant du regard sa famille. Mais il ne trouva que Sofia assise en silence sur les sièges du public. À Don Ricardo, il fut dispensé d'assister pour raison de santé. Mais je savais qu'il suivait le procès à la télévision depuis l'hôpital. Le juge commença l'interrogatoire. Álvaro, avec sa ruse de renard, essaya d'accuser Don Ricardo de lui avoir donné les ordres et Javier de les avoir signés. Il argua qu'il n'était qu'un employé qui exécutait des ordres. L'accusé dit qu'il exécutait seulement des ordres, l'interpella le procureur. Alors, qui a transféré 50 millions d'euros à l'entreprise écran de sa femme? Qui a ordonné de falsifier les documents du projet Eldorado? À qui appartient cette signature? Álvaro resta sans mots. Les preuves que j'avais réunies étaient trop claires, trop détaillées. Chaque annotation, chaque email, chaque ordre de virement l'incriminait. Vint mon tour de témoigner. Toute la salle garda le silence. Madame Isabelle, demanda le juge. Connaissiez-vous les activités illicites de votre mari et de l'accusé Álvaro? Oui, je les connaissais. Je répondis avec clarté et j'essayai de les empêcher, mais ma voix fut ignorée. Ils me considéraient comme un outil pour légaliser leurs irrégularités. Pas comme une auditrice avec éthique. Je relatai le processus de mon isolement. La pression que j'ai subie et mon voyage silencieux pour recueillir des preuves. Je n'ajoutais rien, je n'enjolivais rien, je racontais seulement la vérité crue. Je regardais directement Álvaro et Javier. Ils baissèrent la tête, incapables de me regarder. La sentence fut prononcée à la fin de la journée. Álvaro fut condamné à 20 ans de prison pour malversation et enlèvement et à restituer tout l'argent détourné. Javier fut condamné à 7 ans pour négligence grave et délits économiques. Sofia fut acquittée de responsabilité pénale pour sa collaboration et son effort dans la réparation des dommages, mais il lui fut interdit d'occuper des postes de direction pendant 5 ans. Le groupe Serrano fut déclaré en faillite pour liquider ses actifs et payer les créanciers. Le marteau du juge sonna avec fermeté, fermant le long et tragique chapitre de la famille Serrano. Je sortis du tribunal en sentant mes épaules légères. La pluie avait cessé et les faibles rayons du soleil de l'après-midi filtraient à travers les nuages, se reflétant sur le sol mouillé. 3 mois après le procès, j'étais debout sur le pont d'un yacht.
Le vent de la mer ébouriffait mes cheveux. Devant moi s'étendait la majestueuse côte de Majorque avec ses criques d'eau turquoise et ses falaises. C'était un voyage que j'avais rêvé depuis l'université, mais que je n'avais jamais pu réaliser. Piégé dans le tourbillon du travail et des intrigues familiales. Je respirais profondément l'air salé de la mer. Liberté. Ce mot était maintenant réel à chaque souffle, à chaque battement de mon cœur. Mon téléphone vibra. Un nouvel email. Expéditeur, Sofia Serrano. Objet, merci. J'ouvris l'email et lus. Isabelle, quand tu liras ceci, tu seras sûrement dans un endroit très éloigné. Je ne t'écris pas pour te demander quoi que ce soit. Ni pour te blâmer. Je veux seulement te remercier. Merci de m'avoir réveillé de mon rêve de pouvoir. Ces jours-ci, en m'occupant de mon père dans un petit appartement de location, j'ai compris ce qu'est une vraie famille. Papa a commencé à parler à nouveau et le premier mot qu'il a dit fut pardon. Je suis en train de recommencer. J'ai obtenu un travail en ressources humaines. Dans une petite entreprise. Le salaire est bas et le travail dur. Mais ma conscience est tranquille. J'attendrai que Ravière sorte et nous reconstruirons nos vies. Une vie honnête. Comme tu l'as toujours voulu. Je te souhaite d'être heureuse. Tu mérites tout le meilleur. Ta belle-sœur. Je souris et fermai l'ordinateur portable. Sofia avait trouvé son chemin. Elle n'était plus une reine, mais elle était devenue une vraie personne. Je me tournai vers Marcos. Qui était à mes côtés? Ajustant sa caméra. Tu me fais une photo? Bien sûr. Marcos sourit. Sourit. Reine de la liberté. Je m'appuyais sur la rambarde avec un sourire radieux sur les lèvres. Derrière moi, le soleil se couchait lentement sur la mer, teignant l'horizon de rouge. Mais je savais que demain le soleil se lèverait à nouveau et ce serait un jour complètement nouveau. Sans chiffres secs, sans intrigue, seulement moi, Isabelle, et une vie immense qui m'attendait. J'avais traversé la tempête pour trouver le calme et je chérissais chaque moment de cette paix. Le yacht fendait les vagues, laissant derrière la terre et le passé. Je fermais les yeux, écoutant le murmure des vagues, le chant de la libération. Cette histoire est une leçon très chère sur la cupidité, le pouvoir et la nature humaine. Quand la renommée se construit sur le mensonge, la trahison et le mépris des autres, l'effondrement n'est qu'une question de temps. Et au contraire, la patience, la force et la foi en ce qui est juste peuvent aider une personne à traverser la souffrance la plus profonde pour récupérer sa liberté et sa dignité. Puissions-nous, après cette histoire, comprendre chacun que le plus précieux dans la vie n'est ni l'argent ni le statut, mais sa propre conscience et les valeurs pour lesquelles nous vivons.